Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Azimuts. Donc, vous avez déjà l'habitude, je pense, avec Tous Azimuts, qui est le programme qui permet à chacun de vous de s'exprimer le plus librement possible, de raconter sa propre histoire. Parce qu'en fin de compte, l'histoire africaine doit être racontée par les Africains. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Il s'agit du pétrole congolais. Nous savons que le pétrole est la première source de revenus de la République du Congo, qui est très riche en autres ressources, mais le pétrole est la ressource qui est exploitée le plus largement et qui donne toute la richesse à la République du Congo. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malgré la bonne position qu'occupe le Congo, qui est 4e producteur de pétrole en Afrique, et puis qui n'occupe pas une mauvaise place au niveau de l'OPEP, malgré cela, malgré toutes les rentes financières que produit ce pétrole, il se trouve que le Congo est un pays qui n'est même pas en voie de développement, qui est plutôt en voie de sous-développement, parce qu'en 35 ans de règne, le président congolais Denis Sassou Nguesso a réussi à ramener un pays riche vers un pays pauvre pour le faire devenir un pays qui s'appelle PPTE, c'est-à-dire pays pauvre très endetté. Donc malgré tout ce que nous avons comme ressources, comme recettes financières de pétrole, le pays est pauvre, très endetté, avec une population très jeune, pas beaucoup, à peine 4 millions d'habitants, mais qui vit, dans la majorité, donc plus de 70%, vit en dessous de ceux de la pauvreté. Pour en parler aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons donc dans ce numéro de Tous Azimuts un Congolais qui est du milieu du pétrole, ou qui a été du milieu du pétrole, qui a travaillé avec des distributeurs de ce pétrole-là. Et donc, je vous présente Monsieur Paul Ebelebe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, donc vous avez travaillé dans une société qui s'appelle SNPC, oui, qui distribue le pétrole congolais. Qu'est-ce que c'est SNPC? La SNPC, d'abord bonjour, la SNPC c'est la Société nationale des pétroles du Congo. Société nationale des pétroles du Congo. Du Congo. D'accord. Et donc vous avez travaillé dedans pendant combien de temps? J'ai travaillé de sa création jusqu'à sa fermeture à Londres, donc de 1999 jusqu'à 2003 pour la SNPC, jusqu'en 2007 pour sa filiale qui était à Jackson. D'accord, donc vous avez vendu le pétrole congolais? J'ai travaillé là où on commercialisait le pétrole. Vous avez travaillé là où on n'a pas vendu le pétrole à Londres, on a commercialisé. Vous avez commercialisé. Quelle est la différence entre commercialiser et vendre le pétrole? La grande différence pour moi, parce que moi j'étais beaucoup plus au service administratif, quand on dit commercialiser, c'est-à-dire que nous, on donnait des informations aux acheteurs potentiels, on leur disait exactement la qualité du pétrole que nous avions, et eux ils nous disaient la quantité qu'ils voulaient avoir, et en ce moment-là on négociait. Et ce n'était pas nous qui décidions à la fin qui achetait, qui n'achetait pas. D'accord, donc vous saviez, en fin de compte, vous saviez qui achetait et qui n'achetait pas, ou bien vous ne le saviez pas? On finit tout, bon, disons que moi, directement, j'étais pas le vendeur, hein, j'étais pas, parce que dans la structure, il y avait plusieurs départements. Donc il y avait le département trading, il y avait le département administratif, là où j'étais, puis vous avez le secrétariat, vous avez les opérations, et ce sont des départements comme dans toute entreprise qui sont compartimentés et séparés. Seulement, on finit par savoir qui achète pas, oui. D'accord, donc vous finissez par savoir les recettes pétrolières du Congo. Non, les recettes, c'est trop dire. Les recettes, c'est comme pour tous enfin, en ce qui concerne la SNPC. Non, on ne peut pas tout le monde. Il y a un groupe de gens qui peuvent savoir, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas savoir. Alors, ce groupe de gens qui peut savoir, quel est ce groupe de gens? Ceux qui dirigent le Congo. Donc, le fils du président, cette société, apparemment, serait dirigée par le fils du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, donc son fils Kiki. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Moi, j'ai toujours, quand on a travaillé à la SNPC, il faut savoir que nous, la SNPC, quand on a ouvert, c'était en 99, août. On n'avait pas de fils de Nguesso dans notre boîte. Il est arrivé 3-4 ans après, 3 ans après, je dirais. Et il était au département trading, mais il ne vendait pas. Malheureusement, il ne vendait pas. Alors, qui est le responsable de cette... Le PDG de la société. Oui, le PDG de la société, qui en est qui aujourd'hui. Oui. C'est Jérôme Coco. Et quand vous étiez, vous, là-bas? Bruno Itoa. Bruno Itoa, qui se trouve être votre frère. Par coïncidence, oui, pur. D'accord. Donc vous êtes proche du pouvoir,
vous êtes un proche du pouvoir, donc vous connaissez pas mal de transactions qui se passent. Et aujourd'hui, les Congolais se demandent, donc moi je fais la traduction, je traduis les questions des Congolais qui se demandent, nous vendons du pétrole. Donc vous venez de dire que vous avez travaillé dans le pétrole, donc vous savez que notre pétrole se vendait quelque part. Et donc il y a quand même des gens qui s'intéressaient à notre pétrole, il y a de l'argent qui rentrait. Les Congolais se demandent aujourd'hui où passe l'argent du pétrole et pourquoi eux, ils vivent avec moins $1 par jour. Est-ce que l'argent que fait rentrer la SNPC ne permet pas aux Congolais de vivre? Ne peut pas permettre aux Congolais de vivre de cette rente? On doit poser les questions et en même temps, si on me demande, vu l'actualité politique du Congo aujourd'hui, on sait que le pétrole est très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Les Congolais l'ont vu et ils le comprendront que le président Hollande n'a pas décidé par hasard que le président Sassou pouvait consulter les Congolais pour changer la constitution. C'est que ça veut dire que le pétrole a joué un grand rôle et continuera à jouer un grand rôle au Congo. Je répète, moi j'étais responsable, sous la direction de mon directeur général, de la partie ressources humaines, logistique et tout ce qui était maintenance du bâtiment. Donc, la SNPC, pour moi à l'origine, c'était une belle création. Ça reste une belle création. Ça permet de payer les salaires des Congolais. C'est ce que j'ai compris. Hein. Alors, est-ce que je peux aujourd'hui dire ce que certains pensent dans l'enfantasme, parce que c'est des fantasmes aussi? Un agent administratif qui a pour charge de s'occuper des employés qui arrivent, de faire qu'on leur paye leur salaire, de faire qu'ils s'intègrent, de faire qu'ils puissent avoir le visa pour travailler, n'a pas vocation à s'occuper de la partie trading. C'est très important que les Congolais sachent. Tout le monde à la SNPC ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde, aujourd'hui on est en Angleterre, hein, on sait très bien que, par exemple, Tesco, Sainsbury ou Arsenal, qui je supporte, ils font rentrer chaque semaine de l'argent. Je ne pense pas que la caissière sache ce qui se passe, que font les PDG avec cet argent-là. On ne sait pas tous. Mais on peut se poser des questions. Hein. On peut se poser des questions. On peut dire que, je peux dire que la SNPC, si on regarde les autres pays comme l'Angola, si on regarde un peu le Nigeria où ça marche, on peut se dire que la SNPC devrait apporter quelque chose de plus au Congo pour que ça change, oui. D'accord. Alors la SNPC, est-ce une société privée ou une société nationale? SNPC, ça veut dire national. National. Société nationale. Alors, comment se fait-il que, d'après toujours ce que les Congolais disent, et donc les plaintes des Congolais, comment se fait-il que cette société nationale ne puisse avoir comme cadre dirigeant que des seuls fils du Nord, vous-même vous êtes du Nord aussi, hein, que des seuls fils du Nord qui puissent travailler? Non, je ne suis pas du Nord. Ah, vous n'êtes pas du Nord. Non, je ne suis pas du Nord. Je ne sais pas pourquoi les Congolais... en termes géographiques, le Nord, ça commence où à Brazzaville? Pour les Congolais qui sont à Brazzaville, le Nord, c'est quoi? Le Nord, ça partir d'où? Ben, vous allez me le dire, parce que moi... Géographiquement, le Nord commence où au Congo? Personne ne peut dire. Alors moi, je suis de père Téké, d'accord? Je suis donc dans le Poul. Mon père, lui, il est d'origine de Mé, et une partie de la famille est finie. Donc je ne suis pas du Nord, je suis du Poul. Parce que je sache, le Poul est dans le Sud. Ensuite, ma mère, elle est de Bunji. Donc de par ma mère, géographiquement, selon les Congolais, je serais du Nord. Mais je peux étendre encore plus. Hein. Si je regarde ma famille, j'ai des parents, ma femme, mes enfants, on a un mélange incroyable. Ma femme, elle est du Poul, elle n'est pas du Nord. Donc, le Nord à Brazzaville, le Nord pour les Congolais commence où? Si c'est les plateaux, c'est toujours pas le Nord, ça reste le centre. Mais bon, la question est toujours posée, oui, parce qu'il se trouve que dans l'organigramme de la SNPC, oui, c'est comme dans toute l'administration congolaise, hein, oui, on ne trouve que des gens qui viennent d'une certaine partie, oui, du Congo, oui, et pas d'une autre. Est-ce que c'est toujours une société nationale qui est gérée par une partie des fils du Congo et pas par d'autres? Bon, elle reste nationale. Elle reste nationale, mais gérée par d'autres personnes. Je ne dirais pas comme ça. Elle reste nationale avec un mode de fonctionnement discutable. Ou avec des nominations qu'on peut discuter. Moi, je prends mon exemple, d'accord? Quand on a créé la SNPC à Londres, moi, je suis venu en Angleterre en 1996. La SNPC n'existait pas. La SNPC a commencé après 1998. À l'origine, ce que je peux comprendre, c'est que la SNPC arrive en 1998. Je ne suis même pas au courant, hein, quand je vois arriver... le PDG à l'époque, qui n'était pas encore PDG, qui était donc mon frère, qui, quand il venait à Londres, on allait le prendre à l'aéroport, il ne m'a jamais parlé de création d'une entreprise. Donc j'allais le prendre, je le laissais à l'hôtel, il faisait ses courses, il rentrait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et c'est en février 1999 que j'ai compris qu'on allait créer quelque chose à Londres. Et là encore, c'est pas moi qu'on avait pris, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne-là,
c'est un frère, donc je ne veux pas polémiquer dessus. Il s'est trouvé que des circonstances ont fait que un jour, je me suis retrouvé avec mon frère qui, lui, donc, avait un rendez-vous avec des gens pour chercher des locaux. Moi, je ne savais pas. Il m'avait donc dit, est-ce que tu peux venir pour voir avec moi, m'accompagner. Et donc, je suis arrivé ce jour-là, et je l'ai accompagné. Nous nous sommes retrouvés donc à Chaudiche. Et on lui faisait visiter donc des bâtiments. Et les messieurs lui disaient que là, on était à la City. Et moi, je lui ai dit, mais non, on n'est pas à la City, là. Là, ici, c'est Chaudiche. À côté, on voit les chaussures. Hein, c'est pas du tout. Et donc, il se trouve que mon frère a fait vérifier. Et il s'est rendu compte que j'avais raison. C'est comme ça qu'il m'a dit, écoute, comme on voulait recruter un Congolais qui n'est pas du Nord, parce qu'il faut insister dessus, qui n'est pas du Nord, ce Congolais-là, il a dit, bon, comme lui il ne se présente pas, et comme toi, tu n'as plus tes entreprises, parce que j'avais des entreprises, moi à l'époque, j'avais ouvert une entreprise à Manor House, comme on l'appelle témoigner, et donc il m'a dit, puisque tu cherches du travail, dans ce cas, je vais bien te prendre pour t'occuper de cette partie recherche des bâtiments. C'est comme ça qu'on m'a recruté, c'est pas pure coïncidence. Je n'ai pas été recruté par appel. Est-ce que vous avez recruté par compétence, par vos compétences ou parce que vous étiez le petit J'ai prouvé que j'étais compétent. Non, mais avant ça, est-ce que oui, par... Non, je vous dis que ce jour-là, par exemple, j'ai prouvé, ce jour-là, que je connaissais l'autre. On cherchait quelqu'un, par exemple, pour trouver les bureaux. J'ai montré que je pouvais trouver. Et j'ai prouvé que j'ai trouvé. Pour trouver les bureaux? Pas seulement ça. Trouver les bureaux en Angleterre, ça s'appelle le facility management. Oui, oui, mais est-ce que ça suffisait pour avoir... Bien sûr, quand vous travaillez dans l'immobilier, les agents immobiliers, ils ont ce qu'on appelle des agents de terrain qui vont repérer les maisons à vendre, les terrains à construire, les terrains qui ne vont pas être construits, les terrains où on peut construire ou pas construire. Il se trouve que moi, j'avais fait du commercial, et donc là, ma partie commerciale était importante, oui. À ce moment-là, il m'a dit, donne-moi ton CV, et on va voir comment on va te prendre. J'ai donné mon CV. Donc je n'ai pas été recruté sans CV. J'ai été recruté parce que j'avais un CV. Ok. Et donc vous êtes resté dans l'entreprise jusqu'à sa fermeture? Ah, j'ai commencé au bas de l'échelle, il faut reconnaître. Il faut savoir que j'ai commencé au bas de l'échelle, très bas. D'ailleurs, ça faisait un peu la risée des Congolais à Londres. Pour certains, ils croyaient que je n'ai jamais été à l'école. Moi, j'ai travaillé en France avant de venir à Londres. Je travaillais dans les assurances. Hein. Je travaillais à l'époque au GAN. J'ai travaillé à l'UAP. Donc, je ne suis pas venu comme ça sur un coup de communiqué de quelqu'un. Je suis venu en Angleterre, j'ai ouvert un magasin. J'en ai ouvert deux d'ailleurs. Il y avait un devant où je vendais les produits africains. Et puis, il y avait derrière le chip call. Donc, les Congolais peuvent témoigner. Et on m'a recruté parce que mon frère savait que j'étais compétent, oui. Donc quand je suis recruté à la SNPC, ma première mission était d'offrir les bureaux. Ça voulait dire qu'il fallait que je traite avec les avocats, que je traite avec les agents immobiliers pour trouver l'endroit idéal où on pouvait s'installer, dans des bonnes conditions pour travailler. Et j'ai rempli ma mission. Et vous êtes resté dans la SNPC jusqu'à la fermeture? Oui, en 2003. D'accord. Alors, il se trouve aussi que, moi je rapporte toujours ce que les Congolais me disent. Et qu'ils pensent. Ou qu'ils pensent. Bon. Oui. Il se trouve aussi qu'ils disent que vous êtes brouillé avec la SNPC parce qu'ils ne vous ont pas donné votre argent. Et c'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous vous retournez contre la SNPC. Et donc, contre tout le système, par ricochet, Sassou Nguesso et Christelle et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai pour ceux qui fantasment hein, chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Il y en a qui fantasment. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut que chacun de nous sache une chose. Quand une personne a travaillé, elle a des droits. Elle a des droits. Quand on travaille, on a des droits. Que l'on soit le frère, le cousin ou pas. Si on a travaillé et qu'on est licencié, on a des droits. Sauf que moi, je n'ai jamais été licencié jusqu'à aujourd'hui. Jamais licencié. D'accord? J'ai reçu une note où on m'a dit, parce qu'on avait eu des points avec les fonds vautours, qui avaient fermé la boîte, qui avaient saisi le bâtiment où on travaillait. Et donc on s'est retrouvé sans travail. Et j'ai reçu un courrier, moi en 2007, qui me disait de rentrer au Congo. D'accord? Il se trouve qu'avant que je reçoive le courrier, j'ai la chance d'avoir des contacts à Nantes. On se connaît un peu trop dans la SNPC. Et j'avais appris, des mois avant, que le nouveau PDG avait tenu une réunion à Pointe-Noire sur mon dossier, où il estimait que il voulait me virer, il voulait trouver les moyens, donc M. Ngokana, je parle, Ngokana, il cherchait les moyens pour me virer, et parce qu'il estimait que quand il a quitté la société en 2002, je ne l'ai pas soutenu, j'aurais dû me mettre de son côté contre mon frère, c'est ce qu'il me reprochait, et donc il estimait qu'il fallait trouver un moyen pour me licencier. Donc, on m'a dit qu'il y avait une réunion qui s'était tenue à Pointe-Noire, en comité restreint, et on me donnait 6 mois ou 8 mois pour être viré. Ça s'accélérait plus que ça. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, t'inquiète pas, il va vraiment te virer, fais attention. Donc il se trouve que moi, quand je reçois le courrier, j'appelle quelqu'un dans la structure, je ne veux pas dire qui aujourd'hui, une personne très bien placée dans la structure, je lui dis, écoute, voilà ce qu'on m'annonce.
Il me dit, oui, j'ai un courrier qu'on te prépare, qu'on va t'envoyer. Sache que le but, c'est de te virer. C'est pas de te faire venir au Congo, c'est de te virer. Je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous me reprochez concrètement? Alors il me dit, concrètement, Ngokana te reproche ton soutien à ton frère quand il y avait le conflit où il a quitté la boîte. Je dis, ok, je ne vais pas refuser, hein, si c'est ce qu'il pense. Donc, je reçois le courrier, je ne suis pas surpris, j'appelle la personne, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je reçois un courrier qui me dit de rentrer au Congo. Moi, je suis en Angleterre depuis 1996. La SNPC est venue à Londres en 1999. C'est pas eux qui m'ont fait venir ici. Ils m'ont trouvé. J'ai fait mon travail. J'estime. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois le frère. Le fait que je sois le frère m'est permis de savoir qu'on recrutait des gens, c'est vrai. Mais le traitement que j'ai subi dans la structure de 1999 à 2003 ou à 2007, les Congolais s'en foutent. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Hein. Entre 1999 et 2003, nous, moi particulièrement et d'autres, Ngokana aussi, il arrivait qu'on faisait 3 mois sans salaire. C'était bloqué au Congo. Alors, une autre question. Donc, si vous avez... J'ai pas fini. Oui. 3 mois sans salaire au Congo. On se retrouvait à Londres, 3 mois sans salaire. 3 mois à voir comment faire. L'argent venait, vous payez les dettes, vous repartez à zéro, on bloque, l'argent venait, on bloque. Donc il fallait toujours supplier le Congo pour avoir les salaires. Ça, les Congolais ne savent pas. Donc quand je suis licencié et que je demande, j'écris au Congo pour leur dire, on me dit que je suis remis à la disposition de la SNPC, je leur dis, ok, mais donnez-moi le descriptif du poste. Dites-moi quel est le salaire. Est-ce que vous me recrutez en tant qu'employé local du Congo? Et moi, ma famille reste en Angleterre. Ou est-ce que vous me dites, rentre avec ta famille? Et moi, je dis oui ou non. Jamais eu de réponse. Par contre, ils ont monté un coup, par Ngokana, et tout le monde autour, pour trouver le moyen. Donc le plan qu'ils avaient déjà fait 1 an avant, ils ont maintenant mis un coup au milieu pour dire, bon, puisqu'il ne veut pas venir, il faut aller à Londres, prouver qu'il a volé l'argent, qu'il ne veut pas venir. D'abord, on a commencé par dire que c'est moi qui sortais, faisais des fuites, que j'envoyais les documents à Sherpa, Ok, alors non, si... je vais finir, excusez-moi, je vais finir. On m'a accusé d'abord de ça. Ensuite, on a sorti le plan où on a envoyé des gens à Londres pour m'interroger parce que j'avais volé l'argent, paraît-il. Si moi j'ai volé l'argent, alors Ngokana et les autres, ils ont picolé. Ils ont, je sais pas comment on peut dire ça. Donc ils sont venus, ils sont partis, tout ça pour ne pas me payer. Donc si on me dit aujourd'hui que je suis rentré dans ce mouvement où tout le monde veut que ça se parte et arrête parce que je suis en colère, parce que ça serait de la rancœur, chacun de nous peut juger, mais j'ai des droits. Je ne suis pas rentré dans un mouvement parce que je suis en train de me venger. Ceux qui connaissent et ceux qui sont à la SNPC, et ils sont nombreux à la SNPC qui savent que quand j'étais à la SNPC, je disais non à beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui. Mon frère, lui-même, Bruno Itois, il sait que depuis que je suis enfant, je lui dis, quand ça ne va pas, je dis non. Mon père m'a appris à dire non. Donc j'ai toujours dit non. Nous avons eu des moments où dans la société, les gens se demandaient qu'est-ce que je faisais parce que je disais non. Alors, en d'autres termes, si aujourd'hui il vous donne votre argent, Oui. Admettons que c'est Denis Christel qui... Depuis 2007, je n'ai pas été payé. Donc ils vous font un rappel de votre argent aujourd'hui, ouais. ils vous disent tu es des nôtres, tu restes avec nous. Denis Christel, dans quelques années, il remplacera son père et vous travaillez avec lui. Qui, moi? Oui. T'es sérieux? Non, mais s'il vous propose. C'est une question? Oui. Ben, il me connaît, Christelle. Vous travaillerez avec lui. Non. Il sera président chez vous en République. Mais il ne sera pas président. Il va remplacer son père. Il ne sera pas président. Ça ne se pose même pas la question. Il ne sera pas président. Il n'a pas vocation à être président. Alors, cette question nous amène à l'actualité aujourd'hui. Président, parce que sinon, ça serait une monarchie. Voilà, cette question nous amène aujourd'hui à l'actualité qui est que nous venons d'avoir un référendum qui s'est passé il y a quelques jours. Un semblant de référendum. Enfin, un référendum. Ils appellent ça référendum, donc on appelle référendum, qui s'est passé avec un fort taux d'abstention. Tous les observateurs qui ont pu couvrir malgré tout, puisque la presse était interdite, la presse internationale était interdite, la presse libre était interdite, il y avait une certaine presse qui couvrait, et donc, mais malgré ça, il y a eu des gens qui ont quand même eu l'intelligence d'aller couvrir, pas couvrir, mais d'aller regarder, d'aller jeter un coup d'œil un peu partout. Ils ont sillonné dans toutes les villes et ils ont regardé les bureaux de vote et les mouvements des masses. Ils ont vu qu'il y avait un fort taux d'abstention. Pourtant, les résultats ne nous montrent pas ce qu'est la réalité. Donc aujourd'hui, on a un référendum qui va nous faire pondre une constitution. Et dans cette constitution, s'il se trouve que
Denis Sassou Nguesso fasse entrer son fils dans le système qu'il va instaurer pour que son fils puisse le remplacer un jour. Ça, c'est le projet. Le projet que moi, je ne peux plus appeler président. Je suis désolé parce que quand, par exemple, on dit que je suis proche de la famille présidentielle, je connais la famille par les liens familiaux multiples. Hein. J'ai des frères qui ont épousé le côté Nguesso, donc on est très proches, la famille. Mais quand on dit proche, ça veut dire que je les connais, on se tutoie. Mais maintenant, est-ce que être proche veut dire être aveugle? Est-ce que être proche de quelqu'un qui commet une erreur ou qui se trompe, en étant proche, on peut lui dire grand frère, tonton, oncle, papa. Moi, j'ai mes enfants, quand je gueule, je leur dis toujours, laissez-moi le temps de digérer mon erreur, parce que je me rends compte que je commets une erreur. Et puis, le lendemain, ou quelques temps après, quand l'enfant aura jugé que papa a baissé sa colère, je leur dis, venez me dire. Et ils viennent me dire, pourquoi tu m'as engueulé, qu'est-ce que je t'ai fait? Ils ont le droit de me dire, ah, tu t'es trompé. Quand je sors, je demande à mes enfants, est-ce que ma chemise, je l'ai bien mise? Ils me disent, non, papa, ta chemise n'est pas bien, change. Je change, hein. Mes enfants me le disent. Quand j'ai dit à mes enfants que, par exemple, au Congo, on veut que je rentre, j'ai eu des propositions. J'ai fait une réunion familiale, toujours. Non. Quand même, je ne prends pas de décision seule. Il se trouve que j'ai connu Christelle. Et celui que je vois, je ne le reconnais pas. Aujourd'hui, il offre des permis de conduire aux jeunes Congolais, il offre des bourses aux jeunes Congolais, et même au Congo démocratique, hein, il offre des bourses d'études aux Congolais démocratiques avec l'argent du Congo. Pour être au pouvoir. Ça, c'est pour acheter les voix. Pour qu'il reste au pouvoir. Enfin, ça, c'est Christelle. C'est pour acheter les voix, oui, ça, c'est pour acheter les voix. Pour qu'il reste au pouvoir, il n'est pas encore au pouvoir. Mais bien sûr, il est déjà au pouvoir, parce qu'il contrôle une partie de la SNPC. La SNPC, c'est déjà le pouvoir. Quand on est directeur général adjoint de la SNPC, on a déjà le pouvoir du Congo. Parce qu'on sait où va l'argent, parce qu'on sait qu'il faut payer, il ne faut pas payer. On sait que la SNPC est un grand pouvoir. Sous-estimer la SNPC, c'est comme sous-estimer son adversaire. Les Congolais sous-estiment le pouvoir de la SNPC sur le contrôle du Congo. Donc Christelle sera le prochain président au Congo? Non, il ne sera pas si les Congolais continuent à ce que j'ai vu, ce que j'entends. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir créé un journal, hein, j'ai créé une petite entreprise où j'ai mis donc certaines activités un peu par ici, et par le journal, on m'informe. Il se trouve que ce que je trouve déplorable en ce moment chez les Congolais, c'est que ceux qui sont à l'étranger, la suspicion, elle est trop forte. Elle n'est pas que d'aujourd'hui. Hein. Moi, quand je suis venu à Londres en 1996, on me soupçonnait déjà d'être un sorcier. Oui, mais bon, ça... Non, c'est important, oui. C'est important. Si les Congolais sont dans la division aujourd'hui, s'ils sont tombés dans le piège du pouvoir qui a réussi à les diviser, Christelle sera président toujours. Il sera président un jour. Si les Congolais sont unis, Christelle ne sera pas président au Congo. Donc, pour vous, les Congolais doivent être unis pour barrer la route à Christelle? Oui, parce que si vous dites à quelqu'un comme moi que vous êtes du Nord, et c'est ce qui se passe au Congo. Pourquoi le pouvoir aujourd'hui s'assied au Congo et il arrive à s'asseoir depuis longtemps? C'est simple. Ils disent, et ça je le sais, ils disent aux gens du Nord, si ça se s'en va, vous êtes foutus. Regardez, quand on va sur Internet. Et est-ce que, juste une question, madame, est-ce qu'au Nord, il n'y a pas de gens suffisamment intelligents pour pouvoir réfléchir et voir qu'on ne peut pas vous prendre pour des idiots, pour des imbéciles, pour des gamins, et vous dire, si le pouvoir s'en va, Là vous dites vous dire. Et vous dites les gens du Nord. Les gens du Nord n'existent pas. Les Congolais qui habitent le Nord. Oui, mais alors, les Congolais qui habitent au Nord. Le Nord a existé avant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a trouvé le Nord. Une question. Sassou Nguesso a trouvé le Nord. Donc Sassou Nguesso laissera le Nord. D'où vient que aujourd'hui Sassou Nguesso soit celui qui garantit la vie au Nord? Je donne un exemple simple. J'ai un petit frère qui a étudié, qui est médecin. Il est aujourd'hui, il travaille au Gabon, pas au Congo. Il a été payé, formé par le Congo. Il est rentré au Congo pour travailler. On lui a dit, tu attends à la maison. Il a dit, si je reste à la maison, je ne vais pas pouvoir travailler. Il est allé voir le directeur général, que l'on connaît, qu'on appelle grand frère, qui l'a baladé. Moi, mon frère, son frère à lui, qui est le mien, est ministre. Il n'a pas pu trouver de travail à son frère au Congo. Le petit frère a trouvé du travail au Gabon. D'accord? Mon petit frère a un ami qui a le même problème que lui. Lui, il a trouvé du travail au sud, en Afrique du Sud. Le même problème, hein? Mon frère a quitté le Congo parce qu'il n'a pas pu trouver de travail. Lui, vous dites, il est du Nord. L'autre, il est du Sud, c'est connu. Il est parti en Afrique du Sud trouver du travail. Les deux n'ont pas pu trouver du travail au Congo. Il faut m'expliquer à moi pourquoi celui qui est parti en Afrique du Sud trouve que mon frère est favorisé par les nordistes et qu'il prône la suprématie
ce qu'ils appellent les gens du Sud, qu'il faut créer l'État du Sud, parce qu'il faut exterminer les gens du Nord. Parce qu'il n'a pas trouvé de travail. Dans le même cas que mon frère. Lui, il dit, on va tuer les gens. Vous dites exterminer les gens du Nord. C'est ce qu'ils disent. Mais il y a un problème, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'entend, qui circule en ce moment, qui circule mais très fort, oui. Parce qu'on voit que chaque fois qu'il y a des problèmes au Congo, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, fait venir des forces armées étrangères pour venir massacrer les Congolais, et ça se passe toujours du côté du Sud. Et donc, toutes les forces étrangères qui viennent au Congo massacre les populations du Sud. Et quand il faut faire des enlèvements, des disparitions, des tortures, ça se passe sur les populations du Sud. Et les populations du Sud disent, donc apparemment, il y aurait un plan d'extermination du Sud, parce que ce serait le plan de Sassou Nguesso pour avoir la main mise sur les richesses du Congo qui seraient entièrement basées au Sud, et que les sudistes l'empêcheraient de travailler, enfin de les exploiter en sa faveur. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une stratégie, elle est élaborée aux yeux des Congolais et ils ne le voient pas. C'est simple, hein? Pour moi. Il a besoin de tuer au Sud pour dire aux gens, aux habitants du Nord, vous voyez, si je ne le fais pas, ils vont vous tuer. Et aux habitants donc, du Sud... Donc, il tue au Sud... il faut apporter des preuves de ce qu'on dit déjà. Oui, mais les armées étrangères qui tuent, on les voit, ils tuent au Sud. Quand on dit armée étrangère, moi je suis sûr... Enfin, les mercenaires, je suis sûr que les Congolais, ceux qui dirigent ce pays, savent que la plupart des gens qu'on voit, et le ministre Boao l'a dit l'autre jour sur Africa numéro 1, il a bien dit, il était ministre de la Défense. Il a dit, au Congo, il y a des militaires déguisés, ce ne sont pas des militaires. Et on sait qu'au Congo, la plupart des gens viennent d'Oyo, viennent de Chombicho, ce n'est pas forcément des mercenaires. C'est des Congolais qui sont apparentés à la tribu du président qu'on a formé. Donc, ils viennent tuer les populations du Sud. Mais donc, le plan d'extermination du Sud. C'est pas un plan d'extermination, comment je veux dire, c'est pas un plan, moi je ne peux pas dire extermination, c'est un plan pour... Mais il y en a qui appellent même ça génocide. Hein. Oui. Un plan de génocide du Sud. La Cour internationale. Donc, voilà, ils disent... La Cour internationale pour le dire. Parce que le plan serait que Sassou Nguesso devrait exterminer, dans son plan, il devrait exterminer tous les 5 ans 200 000 personnes, 100 à 200 000 personnes du Sud pour éliminer toute la population du Sud. Non, il ne pourra pas. Ça, c'est ce que les gens disent. Oui, c'est ce que les gens disent. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont... ceux qui prônent aujourd'hui le Congo avec K, ou qui mettent la République du Sud, ils participent à renforcer la terre. Mais le Congo avec K, il parle du royaume. J'ai pas fini. Oui, mais le royaume, on a dépassé. Le royaume, c'est en Angleterre. Sinon, moi, si je peux dire le royaume Téké, parce que je suis Téké. D'autres viendront me dire le royaume Luango, et on n'a pas fini. On est juste la République. Il n'y a plus de royaume. Le royaume, c'est terminé, c'est la République aujourd'hui. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que les Congolais doivent savoir que le président Sassou, c'est pas un homme qui est bête, il est intelligent. Ce qu'il fait là, il a prévu ça il y a des années. Il a besoin de convaincre les gens qui sont au Sud que les gens du Nord ne vous aiment pas. D'accord? C'est vraiment théorique. C'est vraiment ce que je dis, moi, ça n'engage que moi. Et donc, il faut qu'il tue, il faut qu'il opprime la population du Sud, et eux, ils vont se dire, mais c'est pas possible, lui là, nous, qu'est-ce qu'on lui a fait? Il est du Nord, donc on n'aime pas les gens du Nord. Et au Nord, on dit, attention, si moi je pars, on est fini. Mais j'aimerais quand même que les Congolais soient conscients d'une chose. Dans le gouvernement de Sassou, les piliers du pouvoir de Sassou ne sont pas les gens du Sud, ne sont pas les gens du Nord. Excusez-moi. Le ministre Bitinou a été très longtemps le pilier du pouvoir de Sassou. Le ministre Silou, il est quand même au pouvoir. Le ministre Koussama Vongo, il est au pouvoir. Le ministre Mfouba, c'est pas n'importe qui. On n'en parle pas. Donc, quand les gens qui sont en train de développer la thèse de la division Sud-Nord tombent dans le piège, ceux qui sont au Sud, tombent dans le piège du président qui veut qu'on fasse croire que le Nord veut vous exterminer alors qu'on a la même cause, c'est-à-dire que tout le monde souffre. Je cause avec un docteur, elle est congolaise, docteur, elle me dit ceci. Moi, je suis allé à Brazzaville, je n'ai jamais été à Talangaï, je n'ai jamais été à Djiri. Elle a dit, mais je voulais créer une clinique au Congo, je suis parti donc pour faire une étude de marché. Elle habite Makelekele, elle est arrivée à Brazzaville, elle est partie au nord, ce qu'on appelle la partie nord de Brazzaville. Elle a dit, quand j'ouvre l'eau, c'est la même eau que je vois à Makelekele, elle est sale. Elle dit ceci. L'eau des excréments. L'eau dont on parle, on dit que c'est excrément. Elle dit l'eau est sale, c'est la même couleur qu'à Makelekele, qu'à Bakongo, qu'à Prenejoué. Elle dit nous avons les mêmes problèmes. Pire, elle s'est dit, bah, attends, nous apparemment on a vécu la guerre plus que ces gens-là, entre guillemets, hein, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, mais j'ai trouvé que le nord, la partie nord de Brazzaville, est plus en retard, est plus sale que la partie sud de Brazzaville. Les Congolais ne doivent pas tomber dans le piège
Il y a dans les gens qui développent la thèse du Sud, là, je suis convaincu qu'il y a des gens qui font le jeu du président et qui sont avec le président. Et le président, c'est quelqu'un qui joue très bien aux échecs. Il y a des tentacules, il a créé des faux opposants, il doit y en avoir aujourd'hui au sein de l'IDC et puis du FROCAD, il doit forcément aussi en avoir dans ceux qui parlent, je dis, je suis du Sud, ils sont là. Mais là-dedans, qui perd? C'est vous, c'est moi. Vous avez peur de moi j'ai peur de vous, et je vous jure qu'au Nord, les gens ont peur des gens du Sud, les gens du Sud ont peur des gens du Nord, au milieu, eux, ils règnent. Quand les Congolais auront compris que c'est un système qui est en train de travailler sur la peur et la division, que quand même, il faut expliquer aux Congolais, hein. Moi, j'ai pas encore lu le bouquin, mais le ministre, le conseiller Ndalagaï a écrit un bouquin récemment, dans lequel il dit quand même des choses assez graves. Il dit que Ntoumi, pour lui, est une création du pouvoir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand les Congolais qui sont du Sud, qui se réclament du Sud, quand on dit ça, ça énerve. Mais quand on dit qu'Okombi a tenu le front 400 et qu'il a tué, au Sud, on vous dit, on doit le juger. Et Ntoumi, pourquoi Ntoumi se balade tranquillement dans la ville? Il est maintenant opposant. Pourquoi moi, ça serait douteux quand je dis que je ne suis pas d'accord? Pourquoi quand le ministre Boao dit qu'il n'est pas d'accord, lui, c'est douteux? Pourquoi quand c'est Ntoumi qui parle, c'est pas douteux? Ou quand le ministre Silou reste au pouvoir, il est ministre de la construction, l'une des plus belles maisons qu'on voit quand on arrive de Maya Maya. Quand les gens arrivent, le ministre Silou peut rester au pouvoir et dire je suis pour la paix, je suis contre le changement, mais il est toujours là. Mais dès que c'est quelqu'un d'autre qui le dit parce qu'il a un nom du Nord ou qu'il est du Nord, on ne peut pas croire ce qu'il dit. Ça favorise la division. D'accord. Ok, alors donc on revient sur le référendum qui va nous emmener une nouvelle constitution. Oui. Et donc vous avez entendu parler de cette constitution, de quelques articles. Je l'ai lu. Vous l'avez lu. Oui. Donc quelques articles qui prônent l'impunité totale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je dis bravo. Bravo. Bravo, c'est des génies. Ils ont dépassé ce que tout le monde peut imaginer. Ils avouent qu'ils ont commis des crimes. Ils avouent qu'ils ont commis des crimes. C'est un aveu. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la constitution de 92 ou la constitution après la conférence ou celle de 2002 que le président a fait, enfin l'ancien président Sassou, je ne dis plus la chose, qu'il est ancien. Il a désuni le peuple, il n'est plus président, il est maintenant ancien. L'ancien président Sassou, lui, ce qu'il a fait, aujourd'hui, en mettant cette constitution-là, qui va être celle peut-être de 2015, moi je m'en rappelle, je vais vous raconter une histoire. Je suis parti au Congo en 2007, parce qu'on m'avait accusé d'avoir volé l'argent à Londres, et que je ne pouvais pas rentrer au Congo, et que si je rentrais, on allait m'arrêter. J'ai un ami qui m'a appelé, je ne vais pas dire qui, puis je lui ai dit, ok, s'ils disent ça, c'est qu'ils ont des preuves. Et moi, si j'ai volé, si moi j'ai volé, eux, ils ont fait quoi? Eux, ils ont pillé le Congo. Moi, je peux justifier ce qu'ils disent. Eux, ils peuvent justifier ce qu'ils ont. Alors, cette constitution va être entérinée par le Conseil, par la Cour. Je vais dire ceci, je vais dire sur la constitution, je vais dire ceci. Quand je suis rentré au Congo, donc, cette année-là, en 2007, j'ai croisé mon oncle dans la rue. Et j'étais devant le Et télévision. on peut savoir qui est votre oncle? Mon oncle, il est décédé aujourd'hui. La famille le connaît. Personnellement, c'est mon oncle. Donc, il me dit dans la rue, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Et puis, on se met à parler. Et puis, il me dit, est-ce que tu sais, on est en 2007. La constitution de Sassou est déjà prête. Celle-ci, la constitution. Quand nous parlons aujourd'hui. Elle est déjà Lui, il m'a dit, en 2007, elle est prête. Je dis, non, arrête, c'est des histoires, ça. Il dit, mon fils, vous serez surpris. Il est déterminé. Il a déjà la constitution, elle est déjà prête. En 2007. Mon oncle est décédé, je ne vais pas mentir sur son nom. Quand je vois la constitution aujourd'hui, je me dis qu'elle est déjà prête depuis 2007. Vous imaginez? D'accord. Alors, donc, cette constitution qui a des articles aussi dangereux pour les êtres humains ordinaires et normaux, qui vont prôner les crimes. Déjà, les crimes qu'ils commettent aujourd'hui, personne ne leur en tiendra rigueur. Ils vont commettre encore davantage. Est-ce que vous pensez, est-ce que le Conseil constitutionnel va entériner cette constitution? Mais quel Conseil constitutionnel congolais? Ouais. Bah, il est corrompu. On l'a vu. Mais est-ce qu'on Ils a vont tout entériner. Il n'y a rien qu'on va lui refuser. Donc, moi, ce qui me choque le plus, et que c'est ce qui m'emmène à dire ceci, moi, je n'adhère pas à un parti politique. Nous, en 2007, on a créé le Conseil supérieur des Congolais de l'étranger. On a crié sur nous ici. Moi, je suis pour que les Congolais de l'étranger arrêtent de courir derrière ces ministres qui arrivent en Europe, qui se font opposants quand ils sont plus au pouvoir. Qu'ils arrêtent. Moi, j'ai milité avec le PCT en 92, 98, 96 exactement. J'ai milité contre l'Issouba
qui refusaient de partir du pouvoir. J'étais à Paris. À l'époque, c'était le ministre Adada, le ministre Moussa, tous ceux qui sont au pouvoir pratiquement. D'accord? J'ai milité parce que j'étais convaincu que le président Sassou avait un nouvel avenir au Congo. Je n'ai même pas tenu compte de son passé. Je me disais qu'il allait changer le Congo. Parce que moi, je suis allé au Congo sous Lissouba. J'ai vu ce qu'il faisait à la SNE, comment il avait parqué tous les cadres qu'on appelle du Nord. Il les avait parqués dans un bureau au premier étage, sans aucun respect. Tous ceux qui étaient du Nord, soupçonnés d'être du Nord, avant de travailler avec le PCT, n'avaient plus de travail. Ils étaient tous là, et même sur le Pointe-Noire qui était venu. Hein. Je me rappelle, il y avait un vieux qui était directeur régional de la SNE Pointe-Noire. Il a été à moins de 6 mois de sa retraite. On le laissait faire sa retraite, il aurait eu plus de points pour gagner plus d'argent. On l'a viré parce qu'il était collaborateur, il était Vili, il était collaborateur de Sassou parce qu'il travaillait au PCT. Il ne travaillait pas au PCT, il travaillait à la SNE sous le pouvoir de Sassou. Et on lui a reproché ça. Donc vous avez milité pour que Sassou revienne au pouvoir? J'ai milité pour qu'il reparte. D'accord. Donc, j'étais content. J'ai participé à la conférence de 98, au forum, 98. Je suis allé au Congo, après la guerre. Très content. Je suis revenu en Angleterre. La SNE est arrivée en 99. Je ne savais pas. Chapeau, je suis rentré. Là encore, fierté. Je dis, on va faire des grandes choses au Congo. 2003, je fais mon premier voyage au Congo, la grande désillusion. J'arrive au Congo, je trouve qu'il y a un scandale, il y a un luxe qui est apparu que je ne m'imaginais pas. Par exemple, je vais chez ma mère, quand il pleut, l'eau rentre, avec tout ce que ça fait dehors. Je ne me cache pas, je vais chez mon frère, il est dans un luxe qui me choque. Donc votre frère est dans un luxe incroyable et votre mère est dans une pauvreté inouïe. Incroyable. Et ça... Mais moi, à Londres, on me dit, ça a changé au Congo. C'est en train de changer par le travail que nous faisons à Londres. Donc je suis convaincu qu'on travaille pour faire du bien. Mais quand je vais en 2003, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vis dans un nuit, hein, j'ai dit à un de mes frères, mais qu'est-ce qu'on nous dit à Londres? On nous montre. C'est pas ce qui se passe ici. C'est pas possible, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Mais ça, je ne vais pas le dire dans la rue, je le dis dans ma famille, les gens savent. Moi, mes parents savent ce que je dis depuis longtemps. Donc aujourd'hui, mes positions ne sont pas nouvelles, c'est connu. Chez moi, on m'appelle le rebelle de ma famille. D'accord. Alors, donc si on revient sur cette constitution qui va nous apporter un président qui aura les mains libres pour tuer les Congolais, les mains libres pour faire tout ce qui... C'est la terreur, parce que déjà aujourd'hui, avec la constitution qui dit que si vous commettez... On ne peut pas priver les gens de leur liberté, nous avons des gens qui sont assignés à résidence parce qu'ils sont opposants, ils s'opposent à un pouvoir. Ça veut dire que cela voudrait-il dire qu'on arrive à un point où il n'y aura plus d'opposition au Congo? Quand on dit que les gens sont assignés à résidence, on est gentils. Moi, je dis qu'ils sont en prison chez eux. Ils sont en prison chez eux. On les a emprisonnés chez eux. Donc, j'ai appris qu'on m'a dit que le ministre, l'ancien ministre Bafé Kolela, on a dû lui emmener l'argent, la nourriture plutôt, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France. Quelle humiliation pour un pays qui se dit démocratique et qui traite comme ça ses opposants. Mais le président congolais, Denis Sassou Nguesso, est médiateur de paix dans plusieurs pays. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tous les cadres de la SNPC qui ont vécu à Londres ont vu les confrontations entre le Labour. Kiki, par exemple, a vu les confrontations entre le Labour et les partis conservateurs. Il a vu la liberté d'expression d'un opposant. Un opposant a le droit de dire non. Moi, j'ai toujours appris, quand j'étais petit, mon père me disait, quand tu me demandes l'argent, sache que je peux te dire oui ou non. Je n'ai pas à me justifier avec toi. Hein. Je peux te dire oui ou non. Donc, les Congolais, un opposant peut dire non à un président, sans qu'ils soient en prison. Alors, le président, il met les gens, enfin, l'ex-président Sassou, il met les gens en prison. Il a tout dit. Et là, il n'est pas démocrate. Alors, ils viennent de dans la Constitution, il y a une Constitution qu'il veut créer et qui va emprisonner les libertés des Congolais. C'est une Constitution qu'on ne peut pas... Si c'était dans un pays normal, avec un président normal, et même des ministres normaux. Parce que j'ai fait un article où j'essaie de poser la question, et je pose la question à mon frère qui m'a toujours dit, va à l'école. Parce que je n'ai pas été très brillant à l'école. Hein. Je me suis arrêté en terminale, avec plein d'histoires après, je me suis rattrapé en Angleterre. Mais mon frère m'a toujours dit, il faut que tu étudies, il faut aller à l'école, tu dois avoir des diplômes. Mais on a beaucoup de gens qui ont étudié, on a des docteurs au Congo, des docteurs en droit. Alors, c'est docteurs en droit. C'est docteurs en droit. Moi, je parle de la Constitution, donc des docteurs en droit. Des docteurs en droit qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso, qui voient cette Constitution, ils acceptent que cette Constitution soit... Les docteurs en droit congolais, parce qu'ils travaillent avec... ils ne pensent plus comme... Non, ils ne pensent plus comme vous et moi. Ils pensent par leur ventre. Et ils se disent, si moi je dis à Sassou, il me retire mon argent, il me retire mon salaire. Il faut savoir qu'au Congo, une chose qui est incroyable, un DG gagne entre 15 et 17 millions par mois. Ça, c'est jamais vu. Un ministre est autour de 10 millions.
Un député est à 3 millions. Si vous regardez les ministres, la plupart sont des députés. Donc en gros, si je comprends bien, les Congolais, le peuple congolais, la population congolaise, c'est un peuple sans dignité. C'est un peuple à qui il faut donner de l'argent et elle se tait. Non, non, pas le peuple. Vous et moi, vous dites non, moi je dis non. Il y en a qui disent non. Ceux qui ont marché à Paris, on dit donc non. les cadres congolais, les intellectuels congolais, les cadres congolais. Pas tous les cadres congolais. Certains cadres congolais. Parce que moi, quand je suis allé à la SNPC, pour défendre mes droits. Donc ceux qui ont le pouvoir. Parce non, qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le pouvoir. C'est pas forcément ceux qui ont le pouvoir. Non, mais ceux qui peuvent changer les choses au Congo sont ceux qui sont plus facilement achetables et qui sont achetés. Alors moi, je dis qu'ils sont plutôt. Ils se sont vendus facilement. Ils se sont vendus. Oui, ils se sont vendus facilement. Que ce soit du sud ou du nord, ou de l'est ou l'ouest, nous n'affrontons pas seulement Sassou. Les Congolais n'affrontent pas seulement Sassou. Les Congolais affrontent un long système, un grand système, une grande tentacule. Les Congolais affrontent des cadres congolais qui ont étudié, qui ont la matière grise, et qui ont mis leur intelligence au service du vol. Et que c'est pas forcément c'est pas ça. Vous avez des gens dans les familles, dans la mienne, celle de ma femme, celle des autres. Vous avez des parents qui, au téléphone, insultent Sassou. Sur Facebook, ils sont gentils. Par email, ils vous écrivent pour dire Sassou doit partir, mais qui travaillent et qui vivent grâce à Sassou. Et qui ne veulent pas, ouvertement, devant Sassou, que nous on parle. C'est un système qui est comment échelonné. Comment le Congo sera-t-il vu au niveau international avec une constitution qui institutionnalise, donc qui officialise le crime, qui officialise le vol, qui officialise le viol, qui officialise la corruption? Quelle est la position du Congo aujourd'hui aux yeux du monde entier? Mon point de vue, j'ai un beau-frère qui est un ami en même temps, qui m'a toujours dit que il est convaincu que le système actuel a développé les antivaleurs. Et c'est la réalité. Hein. Tout ce qui est antivaleur est reconnu. Et Hollande nous a dit, lui, président français, il aime les antivaleurs. Voilà. Hollande nous a dit qu'il aime les antivaleurs. Il vient de le prouver. Et il a affirmé, il a martelé, même si après il rectifie. En tout cas, jusqu'à présent, il n'a pas fait un discours officiel à la télévision pour dire je me suis trompé ou rectifier le tir. Parce qu'il faut savoir, moi ce qui me choque le plus, quand je regarde, je reprends l'exemple de la SNPC, d'accord? Quand on a créé la SNPC, pas nous, mais quand la SNPC a été créée, l'idée était noble. L'idée de mémoire est partie de l'Issouba, ce que je crois savoir, qui avait pensé qu'il fallait revenir au système de partage de production, où le Congo devait récupérer une part de sa production. Le système, à l'époque, dans l'Hydro-Congo, dans les statuts d'Hydro-Congo, la SNPC est une société qui existe, il y a une société de trading qui existe, où on était censé avoir des cadres congolais qui devaient vendre la part des pétrole du Congo. Mais on ne faisait pas ça. On donnait à Elf, c'est un peu comme vous produisez chez vous des beignets, puis vous venez me voir, me dites, bon, moi j'ai fait 1000 beignets, est-ce que tu peux les vendre pour moi? Moi je prends vos beignets, puis je vous dis, ok, sur les 1000 beignets, moi j'ai le marketing, je dois contacter les gens, tout ce que je dois faire du transport, de la logistique, je vous facture ça. Donc 80% ou 70% de ce que vous avez, les beignets me reviennent. 30% vous reviennent. Et je vais vendre vos 30%. Quand je reviens, je vous dis que vos beignets ont coûté 100 francs. Je les ai vendus 300 francs, mais moi je vous dis 100 francs. Et sur ça, vous me donnez encore de l'argent. C'est ce que Elf a fait. C'est ce que faisait Elf avant. D'accord. C'est que dans le livre, hein. Aujourd'hui, c'est Total qui le fait. Oui, aujourd'hui, c'est Total qui contrôle à peu près 70% de notre production. Donc, à cause du pétrole, à cause de ce pétrole qui devait faire le bonheur des Congolais, aujourd'hui, le pétrole fait le malheur des Congolais. Et si un jour... C'est pas le Congo, il fait le malheur des gens au Nigérien, il fait le malheur de beaucoup de pays où le pétrole est roi. À Kinshasa, c'est l'or. Dans plein de pays, l'Angola aujourd'hui se stabilise parce qu'ils ont su gérer les rapports avec les puissances économiques. On sait qu'aujourd'hui, l'Angola investit beaucoup au Portugal. Les Portugais vont en Angola travailler. Le Congo n'a pas encore renversé. Parce que, je vais dire quelque chose qui va être surprenant, mais les gens vont... Aujourd'hui, les Congolais doivent voir, avec ce qu'a dit Hollande, ils doivent comprendre ceci. Comparons pour comparer, d'accord? L'Afrique francophone, elle est bien plus malheureuse que l'Afrique anglophone. Pourquoi, à votre avis? Parce que les Anglais ont compris qu'il faut faire du business. Les Anglais ont compris qu'un pays doit se développer. Les Nigériens, le Ghana, le Kenya, c'est des pays qui se développent. Ils ne sont pas parfaits. Mais vous ne verrez jamais le fils d'un président prendre le pouvoir. Vous ne verrez pas là-bas le président Sassou qui est au pouvoir. Je suis sûr qu'au Ghana, il a connu le 4e président. On a vu le président Rawlings, on a vu d'autres. Au Nigeria, on a connu 4 présidents. Là-bas, ça c'est le système anglophone. Les Français nous ont menti. Ils continuent de nous mentir aujourd'hui. Alors ils mentent encore aujourd'hui, parce que vous n'avez même pas de monnaie. Non.
Vous n'avez même pas de monnaie. Et aujourd'hui, donc avec le soutien que François Hollande vient de donner à Denis Sassou Il dit, moi je suis un dictateur. C'est moi le patron. Alors, comment c'est se moi le fait- patron. Attendez, il dit, c'est Comment moi se fait-il qu'il soit démocrate en France et puis ailleurs, il se comporte comme un non-démocrate? C'est le respect qu'il apporte aux pays africains. Donc, C'est aux pays africains francophones de montrer que, de comprendre, nous avons tous les marches que les Congolais ont fait en France, ça aurait été les Syriens, même les Irakiens, Hollande les aurait reçus, il aurait parlé, aujourd'hui il a une position ferme, ça se voit à la télévision, face à Assad. La position elle est ferme. Mais comment on peut expliquer que face à Sassou, pas seulement Sassou, face au président Bongo, le fils, face au fils de Yadema, il les reçoit en France en disant des présidents. Le fils de Yadema est président élu où? Comment ils les reçoivent? Alors, que devraient faire, dans le cas des Congolais, que devraient-ils faire Ne pas aller dans les partis politiques. Ne pas aller dans les partis politiques. Non, je suis contre l'idée que les Congolais aient dans les partis politiques. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai appelé le FOCAD. Je leur ai dit, donnez le FOCAD à Londres. Pas parce que c'est un parti politique, parce que c'est un rassemblement de l'ensemble des forces qui s'opposent à cette constitution qu'on veut nous mettre, nous imposer, qui veut créer une monarchie au Congo. Le FOCAD a dit oui. On va te contacter. Tout ça, il est là, l'opportunité du FOCAD. Oui, on va te contacter. Jamais contacté. Deux, ils ont nommé le ministre Ouabari. Le président Sassou ne partira jamais s'il a en face de lui des anciens ministres, comme Ouabari, comme le ministre qui vient d'arriver, le ministre Boao, parce qu'il sait, il se dit, moi je vais quitter, eux ils le connaissent, eux ils savent ce qu'il a fait. Si au Congo n'apparaît pas des nouvelles têtes, des gens qui n'ont rien à faire. Mais les jeunes qui veulent apparaître, on les abat comme des chiens. Non, on les abat pas, on les corrompt. Non, mais il y en a qu'on abat comme des chiens, il y Ceux en a qui qu'on ceux qui sont abattus sont des activistes très courageux. Voilà, donc des très courageux, on les abat. Et des faibles, on les corrompt. Ça veut dire que le Congo, on ne veut pas que le Congo avance alors. Non, on n'a pas envie que le Congo avance comme nous voulons. Nous, il y a des gens qui ont programmé l'avancement du Congo à leur rythme à eux. Nous, les Congolais, on sait qu'on doit être de l'avance depuis maintenant parce que les gens meurent de faim, meurent de maladie. Moi, mon père, il est mort en France, d'accord. Les gens trouvent que je suis parfois un peu dur, les gens me disent que je suis ingrat. Moi, mon père, il est mort en France. Et c'est pas un événement qu'on peut vivre en étant heureux. Je vous dis pourquoi. Quand mon père était en France, moi, j'étais en Angleterre. J'avais pas l'argent pour aller pour avoir mon père, donc je lui parlais au téléphone. Les gens trouvaient que j'étais trop riche, pétrolier, mais comment il va avoir son père? Ça veut dire, on me compare vite à mon frère, hein, très vite. J'avais pas l'argent. Et mon père m'a appelé, il me dit, écoute, j'essaye de faire avancer mon dossier médical au Congo. Il était fonctionnaire, il a travaillé, il était diplomate. Il dit, j'ai donné ça à tes frères, le dossier n'avance pas. Moi, j'appelle des gens, il m'a cité des gens, le ministre Ntiba, la présidence. On répondait pas, je ne sais pas. Il m'a dit, ça n'avance pas. À la mort de mon père, j'ai pleuré au téléphone quand le médecin m'a dit mon père est mort. Et il a fallu ramener le corps à Brazza. Et je me suis dit, comment on va faire? Là, on nous a dit, je savais, parce que en tant que président du Conseil supérieur des Congolais de l'étranger, j'avais déjà vécu ce cas avec d'autres Congolais qui m'avaient appelé pour rapatrier les corps. Et je savais qu'il y a une loi au Congo qui dit que tout Congolais mort à l'étranger, l'État prend en charge le rapatriement de la dépouille. Donc je me suis dit, on va faire intervenir cette loi-là. Et là, on m'a appelé pour me dire, voilà, le président donne des instructions, on va ramener le corps. J'ai dit, lui, il était vivant. Il vous a demandé de l'aide. Personne n'a bougé. Là, il est mort. Ça bouge de partout. J'ai dit, soit. D'accord. Je suis parti au Congo. Avec mes frères et mes soeurs, ça a créé des histoires. Billet, pas billet. Il y en a qui ont commencé un peu dans la famille. Hein. J'ai des frères qui sont du Poul. Hein. Quand j'ai enterré mon père. Et là, j'ai vu le défilé des ministres. D'accord. Ça. Et donc, ah non, ça. Pardon, ça. C'est ça mon point de départ avec le pouvoir du Congo. C'est mon point de colère. C'est l'un des points qui culmine, qui devient pour moi un point de trop. J'ai vu défiler ce pouvoir au Congo à la mort de mon père. Ils n'ont pas levé le doigt pour le sauver. Ensuite, j'ai vu mon beau-père mourir. J'ai vu d'autres Congolais mourir qui n'ont pas les moyens. Il y a des Congolais, ça je l'ai vu quand je suis allé au CHU pour voir l'enfant de mon frère, qui dormait sur une mousquée comme ça, collée sur du fer. On ne peut pas être fier, on ne peut pas dire on a le pouvoir et voir ça. Oui, mais alors, donc aujourd'hui, si on comprend bien, donc pour être bien au Congo, il faut être absolument avec ce pouvoir-là, sinon on n'est pas bien.
Moi, je suis bien sans être au pouvoir. Ça peut choquer beaucoup de gens. Je trouve que... Non, mais la grande population, moi je ne parle pas de vous. Je dis les Congolais, pour qu'ils soient bien, il faudrait qu'ils s'acoquinent avec ce pouvoir. Être bien, entre guillemets. Il faut qu'ils s'acoquinent avec ce pouvoir, sinon bien. ils ne seront jamais bien. Si être franc-maçon, c'est être bien. Si être sorcier, c'est être bien. Parce que faire ce qu'on fait au Congolais, c'est être sorcier. Si faire du mal aux autres, si voir son frère souffrir, c'est être bien. Ils sont bien, alors. Mais ils ne sont pas bien. Il ne faut pas être bien pour faire souffrir les autres. Moi, on m'a fait souffrir. Moi, on a fait souffrir. Moi, pour moi, j'estime que mon père, on l'a fait souffrir. Jusqu'à sa mort, on a fait souffrir. D'accord, mais ça, c'est votre père. Mais il y a plein de Congolais comme ça qui sont... On va parler des Congolais. Non, ce que je veux dire... je donne mon exemple pour dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas dire que... parce que les Congolais souffrent, ceux qui sont bien, entre guillemets, qui roulent dans les grosses voitures, sont bien. Ils ne sont pas bien. Parce que s'ils étaient bien, ils feraient comme en Europe. Ils créeraient le minimum vital pour aider les autres. Ils aideraient les gens, comme on a fait, je ne sais pas dans quel pays on a créé, en Côte d'Ivoire, Gbagbo a créé un système de santé qui fasse que tout le monde puisse se soigner. Chez nous, c'est discours, un peu comme Hollande, théorie, pas de pratique. Alors, la parole du président n'est même pas respectée. Alors aujourd'hui, nous on a un souci. Le souci c'est beaucoup de Congolais souhaitent voir partir Denis Sassou Nguesso. La France vient de montrer son soutien, vient de témoigner son soutien à Denis Sassou Nguesso. Pas à Denis Sassou Nguesso, au système qui appauvrit l'Afrique francophone. D'accord. Que devraient faire les Congolais en particulier et les Africains en général, à votre avis? Moi, à mon avis, les Congolais d'abord, il faut qu'ils arrêtent de penser que parce que je m'appelle Ebelebe, parce que je suis du Nord, parce qu'ils pensent comme ça, que je ne souffre pas de voir les autres souffrir. Non mais vous, non, mais... Non, je veux que Que devrait-il faire? Non mais j'ai dit ça. Concrètement. Mais ce que je dis, ce que je dis concrètement, c'est ça. C'est qu'il faut que les Congolais sachent que pour être unis, il faut qu'ils enlèvent la méfiance et qu'on ait une vision commune. Je dis pas dans les partis politiques, la société civile. Le pouvoir doit être au peuple. La société civile. Et ceux qui sont en France, qui menacent de voter Marine Le Pen, ils ont raison. Vous pensez que ça marcherait, ça ferait réfléchir? On va voter quelqu'un sûrement qu'on n'aime pas, parce qu'on sait que Le Pen, c'est des racistes. Marine Le Pen peut nous dire ce qu'elle veut être dans un parti raciste. D'accord? Le Pen peut devenir au pouvoir. Et vous savez qu'elle ne vous aime pas, vous savez que le parti de Le Pen ne vous aime pas, mais le PS, vous pensez qu'il vous aime. Donc c'est un poignard d'amis. Moi, je dis qu'il faut donner une leçon au PS, il faut donner une leçon au parti des Républicains. Il faut que les Congolais qui sont dans le parti socialiste quittent, qu'ils arrêtent de faire du blabla, qu'ils quittent le PS, qu'ils quittent les Républicains, et que le 6 décembre, le jour des régionales, les Congolais votent Front National. Donc vous appelez les Congolais à voter? Oui, il faut voter. National. Pourquoi? Voter au Front National. Le Premier ministre français a dit ceci. Il a dit, lui, il veut que Le Pen, que le Front National n'ait pas une région. Nous, on va faire que Le Pen ait une région ou deux pour qu'ils comprennent que leur politique qui détruit l'Afrique francophone, qui est différente de ce que font les Anglais en Afrique, que les anglophones ne sont pas plus intelligents que nous, mais que c'est la France en réalité qui n'aime pas l'Afrique et qui nous ment. Moi, je dis ceci, le président Sassou, il est le bon élève des Français. Il est au service de la France. Tous ces présidents africains francophones qu'on voit là, dans la zone francophone, les 14 États, ce sont des bons soldats de la France. Si la France avait ne fût qu'un minimum de décence, de pouvoir dire, elle aime l'Afrique, comme ils le prétendent, Alpha Condé ne sera pas président en Guinée. Si vous avez vu là où les gens ont voté, le bus que j'ai vu, l'image où les gens votent dans un bus, il ne serait pas président. Il y a beaucoup de présidents en Afrique qui ne seraient pas présidents. Francophones, je parle. Donc en gros aujourd'hui... Les Congolais doivent sortir des partis et voter Front National. Ce référendum congolais, donc si on comprend bien, ce référendum congolais, il sera là, il ne va pas être retiré. Tant que la France dit... Oh, amen, parce que la France a dit amen. D'accord, donc les Congolais, pour se révolter, vous leur conseillez de voter le Front National. Les Congolais francophones qui sont français, qui sont binationaux, doivent voter Front National, bon gré, mal gré. Mais il faut donner au Front National une ou deux régions. Mais il faut bien savoir ceci, hein. Le Front National, ceux qui sont membres du Front National sont des racistes. Voilà. Parlons des libertés fondamentales au Congo. Et comme nous venons de l'évoquer, nous avons des opposants politiques qui sont assignés, vous avez dit, en prison chez eux. Oui, donc, Okombi Salissa et Parfait Kolela et bien d'autres. Hein. Donc, oui. Il y en a qui sont en fuite. Et il y a aussi des journalistes comme Christian Perrin qui sont actuellement en danger. On dit qu'il est en danger de mort. Donc, ces personnes qui sont persécutées par le pouvoir qui se dit démocrate, dans un pays, on dit démocratique, avec des lois démocratiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve ça triste. Je trouve triste que dans un pays où on voit le ministre de la communication,
faire tous les plateaux de télévision, toutes les radios possibles et imaginables. Oui, convainc les gens que le pays va très bien. On a des opposants qui sont en prison chez eux. En prison au Congo, hein, pas en prison à l'étranger, en prison chez eux au Congo. Et le ministre, lui, il se pavane. Il se moque des autres. Est-ce que le fait qu'ils soient chez eux, pour eux, c'est pas considéré comme être libre, donc ne pas être en prison? Parce que s'ils étaient à la maison d'arrêt, on allait dire ils ont été emprisonnés comme Tsuru, mais comme ils ne sont pas en maison d'arrêt, ils sont dans leur propre maison, donc ils ne sont pas en prison techniquement pour eux. Comme au Congo, on a institué le mensonge comme étant la vérité. Donc une personne qui est encerclée de militaires est libre. Quelqu'un qui a des militaires devant chez lui, qui ne sont pas de sa garde, il serait libre. Il n'est pas libre. Ils ne sont pas libres de sortir. Ils ne sont pas libres de partir et de venir. Je serais le ministre parfait qu'on est là, j'aurais pu être sorti de chez moi. Parce qu'un ministre qui est encerclé par des militaires qui ont la gâchette facile, il y en a un qui peut tirer s'il sort sur lui. Ils sont en prison chez eux. Et dans un pays qui se veut, qui dit que les gens sont libres de partir et de venir. Alors, nous sommes, le Congo est membre signataire de beaucoup de traités internationaux qui garantissent les droits humains, les droits fondamentaux des citoyens. Est-ce juste une utopie, ces droits-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au Congo, on peut violer toutes sortes de droits, même la vie. On vous tue. Vous voyez donc les images que nous voyons ici. Voilà, oui. Cette image que nous voyons. Donc ça, c'est un corps avec des militaires qui sont là. Donc, il vient d'être abattu par ces militaires qui sont là, tranquillement. Si on regarde bien, on peut identifier ces militaires qui sont là, et le corps, il est là, il gît sur le drapeau congolais. Mais ça va passer. Et donc, il y en a d'autres, vous avez vu, des images comme ça, difficiles à supporter, avec les crânes l'œil fracassé, le sang partout. Mais ça se passe comme ça, dans un pays de droit où les gens ne demandaient qu'une justice, c'est-à-dire que le président respecte la loi. Alors, les traités internationaux que le Congo a signés pour garantir les droits humains des citoyens congolais, est-ce juste une utopie? Est-ce que les Congolais peuvent revendiquer ces droits quelque part? Les Congolais ont le droit de revendiquer que leurs libertés ne sont pas respectées. Où est-ce qu'ils peuvent aller revendiquer ces droits? C'est toute la question. Quand on a vu le conflit qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la CPI a parlé tout de suite. Hein. Le tribunal CPI n'a pas attendu 2 jours. Hein. Ils sont tout de suite montés au créneau pour demander à la Côte d'Ivoire, donc au président Gbagbo, de donner des explications. Ils ont tout de suite mis en place une commission d'enquête. Pourquoi au Congo, ils ne bougent pas? Pourquoi au Congo, ce sont les Congolais qui parlent de ces pays, mais pas la CPI elle-même? Pourquoi on n'entend pas parler? Pourquoi le président Hollande, qui, à Dakar, a fait un très beau discours, à la francophonie, on a rajouté un peu, à Kinshasa, on a fait beaucoup, et puis tout d'un coup, là, il oublie les libertés des Congolais. Et comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, le ministre Kolela, parfait, le ministre au Commis Salissa, soit emprisonné? Ça ne fait pas un tollé en France. Ce n'est pas la priorité des Français. Bon, on va nous dire pourquoi les Congolais pleurent les Français. Pourquoi les Congolais viennent pleurer en France? Qu'ils aillent se battre. Moi, on m'a dit, rentre au Congo. Mais c'est simple. En 97, en 92, nous, on a milité en France, c'est de là que ça fait partie. On sait où est le pouvoir congolais. Il est en France. Donc, si le pouvoir congolais est en France, ça veut dire que la France permet que les Congolais soient opprimés chez eux, la France permet que les Congolais soient assassinés chez eux, la France permet que les Congolais n'aient pas de liberté chez eux, dans leur pays, et la France ne fait rien, et les Congolais qui sont en France, par exemple, quelle est la marge de manœuvre qu'ils peuvent avoir pour que cette chose change, pour que M. Okombi Salissa et M. Kolela soient libres, parce que ces personnes-là doivent recouvrer leur liberté. Aujourd'hui, moi je dis, par exemple, aujourd'hui, tous les Congolais, la priorité, c'est que le président Sassou libère le ministre Kolela et le ministre Okombi, qui leur laisse cette liberté de se promener, qui leur laisse la liberté de s'exprimer. Ça va être la priorité de toute l'opposition congolaise. Tous ceux qui se disent opposants au Congo aujourd'hui, en France, à Londres, partout, nous devons manifester jusqu'à ce qu'ils soient libres, jusqu'à ce que M. Okombi soit libre. Ce qui se passe au Congo, c'est comme à l'époque de l'apartheid où on avait mis un Mandela en prison et les autres leaders de l'ANC en prison. Ou en Birmanie, où on a vu cette leader femme, elle est en prison. Moi, de toute ma vie, je n'imaginais pas qu'un jour je vivrais ça au Congo. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, les gens, les manifestations, les Congolais manifestent un peu partout pour demander l'annulation du référendum, pour demander le départ immédiat de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez que... Ils doivent ajouter en priorité la libération de ces leaders-là. La priorité, le président Sassou doit partir. Mais en priorité, on doit libérer ceux qui dirigent. Le président Sassou n'est pas bête. On nous dit
qu'il y aurait, ça c'est les gens qui suivent, c'est la théorie du complot, qu'au sein du FROCAD, il y a des gens avec l'IDC qui s'entendent la mieux que le président. Il y a des gens qui... Est-ce que ce n'est pas une intoxication pour essayer d'affaiblir l'IDC FROCAD? Mais si on peut dire que c'est une intoxication, c'est une manière d'affaiblir, mais on peut aussi imaginer que le président Sassou étant un grand maître de l'échiquier, il joue beaucoup aux échecs, il peut avoir fabriqué des opposants, mais aujourd'hui, on sait que les opposants, c'est même plus eux qui dirigent le mouvement que Sassou parte, c'est le peuple. Nous, quand on parle, moi à la maison, quand je suis chez moi, quand je suis assis, j'ai une soeur qui m'a appelé dans le Kent. Elle m'a dit, vous faites quoi vous à Londres? On dirait que vous dormez, qu'est-ce qui se passe? J'ai une autre soeur qui, quand on a organisé la marche, 2 femmes qui m'ont appelé. Oh, comment vous faites des marches, vous ne nous appelez pas? Mais c'est pas nous, ce sont les Congolais. Les Congolais, vous savez comment les Congolais ont pleuré dans leur maison quand ils ont vu que le président Sassou dit, je vais faire le référendum. Mais ça a dépassé tout le monde. Mais alors aujourd'hui, par exemple, nous avons ces deux cas de violation des droits. Les gens disent que Paulin Makaya a été perquisitionné ce matin. Oui. Donc on peut s'attendre à une certaine arrestation ou interpellation quelque part. Oui. Et donc dans ce pays où on arrête facilement les opposants politiques, nous avons les leaders de l'opposition qui ont fait trembler Denis Sassou Nguesso, qui savent qui connaissent Denis Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso a peur d'eux, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui emprisonnés dans leur maison, dans leur propre maison. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que les Congolais puissent faire libérer, ou bien pour que la communauté internationale puisse faire libérer ces opposants? Parce qu'il faut la communauté internationale, quand on dit communauté internationale, tout le monde sait que la communauté internationale, pour intervenir au Congo, c'est d'abord la France. Alors, que fait d'abord la France. Et la parole d'Obama, alors, elle ne vaut rien? Elle n'a pas d'importance si Hollande dit non, parce que c'est la zone d'influence de Donc, nos malheurs viennent d'Hollande. Bah, bien sûr. De la France aujourd'hui. Mais nos malheurs viennent de... Pas seulement d'aujourd'hui. Le président Chirac, sur YouTube, ça se voit, il a dit que nous devrions avoir pitié des Africains, notamment parce que nous avons beaucoup exploité ces pays-là. Ça veut dire que les Français savent depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que le président Sarkozy a dit que nous avons toujours soutenu les dictatures? Il a dit... Est-ce que vous pensez que les Congolais auront l'intelligence de comprendre que la France est la source de leur malheur, pour pouvoir commencer à couper ce cordon? Les Congolais, mais les Africains en général. Oui, puisque les Africains maintenant ont compris que nous devons voter contre le PS et contre le parti de droite aux élections. C'est pas seulement le Congo, hein. Les Togolais, les Maliens, les Camerounais francophones, je dirais plutôt franco-africains, ont compris, même les Algériens, les Marocains, que le problème de l'Afrique francophone, c'est et ça reste la France. On nous a fait croire qu'on était stupide, on nous a fait croire qu'on était bête, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas, qu'on ne voulait pas. Vous n'avez maintenant qu'à voir. Nous, on veut que ça change. La France dit, gardez Sassou. Il est bon pour vous. Mais moi, ce que je voudrais dire à ceux qui sont mes parents et ceux qui considèrent que je suis un peu devenu fou, j'ai perdu la tête, bien comme on m'a dit, non, c'est parce qu'on t'a pas payé que tu fais ça. Ils me connaissent. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai jamais dit que me payer, je ne réclame pas. Hein. Si, il faut me payer, c'est mes droits. J'ai travaillé pour. Hein. Je rentrais parfois à 1h à la maison. Je voudrais leur dire que si vous aimez le président Sassou, et je connais, j'ai des amis qui sont pasteurs, j'ai mon frère, il est pasteur, il est ministre en même temps. Je leur dis, pardon, n'emmenez pas le président Sassou. Si vous l'aimez dans ce chemin que vous êtes en train d'emmener, tôt ou tard, il y aura une fin. La fin du président Sassou, elle peut ne pas être tragique. Mais eux, peut-être qu'ils s'imaginent tous que ça sera comme au Gabon, où le fils Bongo sera président, ou au Congo-Kinshasa à côté, ou au Togo. On n'en veut plus. La France, ce qui se passe au Congo, les Africains, les Congolais, comme moi ou d'autres, nous avons compris que nous nous battons désormais plus, au-delà des Congolais qui nous oppriment, on se bat contre un système mondial qui est dans les leaders et la France, dans la zone francophone. Nous voulons que l'Afrique soit comme l'Afrique anglophone. La France ne veut pas de cette liberté-là. Elle nous a mis des serviteurs dans tous les pays africains francophones. Je dis à mes frères et mes sœurs, et à mes tantes, tout ce monde, tous ceux qui parlent à Sassou, qu'il essaye de revenir ce qu'il était quand nous, on l'a suivi en 92 à Paris, à Magenta, en 96 à Magenta, avant qu'il ne rentre. Quand le ministre Tamatama l'a reçu à Brazzaville, quand il était président de la paix, il l'a reçu à l'aéroport, contre l'avis de l'Issouba. Hein. Mais Tamatama avait porté, à l'époque,
la charge, il s'était porté garant que le président Sassou rentrait en tant qu'homme de paix, si je ne me trompe pas. Avec l'appui de son de président à l'époque du directeur général de l'UNICEF, je crois. Je pense qu'il faut qu'ils disent au président Sassou, le chemin que nous allons n'est pas bon. Moi, j'ai travaillé avec Christelle, on m'a dit que je ne le connaissais pas. On me l'a dit. On m'a dit, tu ne le connais pas. Quand tu rentreras au Congo, tu verras. Et je leur dis, si vous avez vécu en Europe, ils ont des maisons en Europe. Je sais qu'ils savent, eux ils savent, ce que la France leur dit vraiment. Et c'est sûrement ça qui les entête. C'est ça qui leur donne le droit de dire, ceux qui parlent en Europe, ils font que parler, parce que nous, les Européens qui décident, les Occidentaux qui décident, on les a à la botte, avec l'argent que nous avons. Mais est-ce qu'il est normal de faire souffrir leur peuple? Si le président Sassou aujourd'hui a obtenu que Hollande dise au monde entier que c'est un dictateur, mais qu'il peut rester au pouvoir, ça veut dire qu'il aurait pu obtenir, par son pouvoir qu'il a, qu'au Congo il y ait des hôpitaux, qu'au Congo il y ait des écoles, qu'au Congo les gens ne meurent pas de faim, que tout le monde travaille, pas parce que tu es du Nord comme on le dit, et c'est vrai en plus, que les Congolais soient heureux. Ça veut dire qu'il a un pouvoir et qu'il n'a pas voulu en user, mais il a usé de ce pouvoir pour rester au pouvoir et en écrasant le Congo, pour opprimer le peuple. Donc on ne nous dise plus que la faute du Congo, parce qu'eux ils disent ça. Non, c'est pas nous, c'est la France qui ne veut pas. Là on sait que c'est vous aussi. Donc s'ils ne veulent pas se retrouver dans une boule qui va les emporter définitivement, et ça c'est valable pour tout le monde, hein. Parce qu'aujourd'hui le Congo c'est le renouveau qui arrive. Quand je dis la société civile, c'est le renouveau. C'est aussi valable pour les leaders de l'opposition qui ne jouent pas. Tout à l'heure j'ai vu, ils ont annulé les marches. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a des choses qui ne sont pas lisibles et qui emmènent les gens à se poser des questions. Je suis sûr qu'ils font tout ils font tout de leur bien. Mais il faut qu'ils comprennent que la population aussi ne les suit plus tellement, ne comprend plus tellement ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que la population congolaise pourrait un jour se lever sans direction, sans responsable, sans dirigeant, sans leader et prendre la rue? Je pense qu'ils comme au Burkina Faso, et si ça se met à tirer, si les militaires de cette pas tout le monde. Se mettent à tirer, est-ce que nos militaires pourront avoir des armes pour défendre le peuple? Ce jour-là, je pense que tout peut arriver. Quand Dieu sera vraiment avec le peuple congolais. Les militaires congolais pourraient se mettre du côté du peuple congolais pour arrêter les miliciens, ou les mercenaires qui les tuent, ou les militaires, les Tchambicho qui les tuent? Je pense que même au sein même du groupe, au sein même du clan présidentiel, il y en a qui comprennent que leur avenir est en train de se gâcher. Et il y en a qui comprennent qu'il faut qu'ils prennent une décision très vite. D'accord. Pour finir, nous allons venir sur un point important que nous n'allons pas ignorer, c'est l'armée congolaise. Oui. Nous constatons avec amertume que la République du Congo n'a pas d'armée. Est-ce vrai? Moi je dirais avec tristesse, parce que dire qu'elle n'a pas d'armée, c'est pas vrai. Moi j'étais... Mais alors, on a une armée ou pas? Oui, on a une armée. Alors que fait-elle? Non, on a une armée. La vraie armée n'est pas armée. Alors que fait-elle quand... La vraie armée congolaise n'a pas d'armes. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Qui est-ce qui a l'arme? Qui est-ce qui porte l'arme? Comme au Burkina Faso. La garde présidentielle. La réserve dont on dit qui est à Tchambicho. À Oyo. C'est eux les militaires. C'est ce que dit le ministre Boao quand il dit déguisé. Mais il ne peut pas donner les mots. La vraie armée congolaise n'a pas d'armes. Les vrais militaires congolais sont chez eux, dans les casernes, ils n'ont pas d'armes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Là, on a des Congolais qui sont prêts à mourir pour leur pouvoir parce qu'ils viennent d'une région. C'est ça, l'armée congolaise déguisée. Donc quand nous on critique la vraie armée, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Mais cette vraie armée, est-ce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de parler quand ils voient que leur population sont massacrées? Comment vous et moi, on est ici en Europe? Moi j'ai dit ici, on a des Congolais qui sont ici, on est 8000 à Londres. 8900, j'ai vu le chiffre du Home Office. Si on extrapole avec les Congolais qui ont la double nationalité, on est près de 10 000. Quand on a fait la marche, on s'est retrouvé combien? On critique l'armée au Congo, hein, mais boycotter ici, moi j'appelle le boycott. Je dis ceci, les Congolais qui sont à l'étranger, surtout en France, n'allez pas dans les stations de Total prendre l'essence. N'allez pas dans la station. Le bouquet africain. L'argent de voyage pour voyager au Congo. Ne prenez pas Air France. Ne prenez plus Eke. Prenez Ethiopian Airlines, Royal Maroc. Boycottez. Dites aux parents qui sont au Congo de boycotter. Quoi? De boycotter Air France, de boycotter, comment on appelle ça, Eker. D'accord. N'allez pas à l'essence Total, c'est français. Total prend notre essence. On produit brut et on produit fini. C'est ce qui se retrouve dans les stations d'essence. Ce qu'on appelle le produit fini.
Donc, quelque part, quand je roule à Paris et que je vais prendre l'essence à Total, j'encourage Total à écraser le Congo. Donc les Congolais sont assassinés par les Congolais eux-mêmes. Oui. D'accord. Et donc... Boycottant, soyons honnêtes, le boycott a permis que l'apartheid chute. Le boycott économique, hein. Que les Congolais... Moi, j'avais commencé il y a 2-3 ans. J'ai dit aux Congolais, oh, vous regardez les Congos. À Paris, oui. Moi, j'ai pris le bouc africain, j'ai négocié avec eux pour qu'ils viennent à Londres. C'est moi qui ai fait venir. J'ai rempli le contrat avec eux. Parce qu'ils voulaient me traiter comme des esclaves. Ils nous demandaient de vendre le bouquet africain à Londres pour 6 €. J'ai dit, regardez, les Congolais qui prennent le bouquet africain, s'ils ne savent pas, le bouquet africain paye une redevance à l'État congolais, comme Canal Plus au Congo. Si vous ne boycottez pas, vous payez à Bolloré l'argent. Ceux qui s'abonnent donnent l'argent à Bolloré. Et Bolloré encourage les prestations à payer les Congolais. Nous arrivons au terme de ce numéro de Tous Azimuts. Et donc, d'après Paul Ebelebe, les Congolais devraient boycotter les partis politiques français. Les entreprises françaises. Les entreprises françaises. Donc, boycotter les partis politiques français qui vaudrait à dire qu'ils devraient voter le Front National, puisque c'est quand même un parti politique. Donc, devraient voter au Front National. Et en décembre. En décembre, voilà, je répète, le 6 décembre, devrait voter le Front National et puis boycotter les entreprises françaises. Voilà, c'était donc Marie-Louise Abia dans Tous Azimuts avec pour invité Paul Ebelebe sur le pétrole congolais. Merci et à très bientôt.